Mongobetti perpétue. Comment dire l'étonnement d'Esola quand, au moment même où elle lui révélait combien il avait compté dans les rêves de Perpétue, enfant puis adolescente, Crescentia l'avait accusé d'avoir sa part de responsabilité, moindre certes que celle d'autres membres de la famille, dans les événements qui, en s'enchaînant, avaient conduit prématurément Perpétue à la mort. C'était au fond extrêmement simple. Ne doutant pas de la réussite éclatante d'un aîné que chacun portait au nu, Perpétue avait espéré qu'Esola, alors, favoriserait l'ambition qu'elle caressait en secret de tous, excepté Crescentia, en protégeant et en facilitant ses études. Perpétue rêvait de soigner les malades un jour. C'était là la grande révélation, peut-être en définitive la seule de son enquête, dont elle justifiait largement la peine et faisait oublier les vicissitudes. Cela était venu à l'écolière par l'admiration de mademoiselle Delstrane, docteur en médecine, venue séjourner sans doute en accomplissant d'un vœu à la mission que dirigeait son propre frère, le père Delstrane. Pendant 2 ans, mademoiselle Delstrane s'était dévouée aux malades du pays de Ngwa et Kelu, se consacrant surtout aux jeunes enfants, aux mères et aux futures mères. Elle dormait dans une petite chambre du pavillon qui servait de dispensaire, et qui était l'ancienne école des filles, ne rejoignant ses compatriotes installés dans la grande bâtisse résidentielle, 4 missionnaires en comptant le frère maçon, mécanicien, électricien, magnien, qu'au grand déjeuner et à l'heure du dîner. Dès l'aube, à peine avait-elle assisté à la première messe, elle revêtait sa blouse immaculée, à laquelle l'amidon donnait des plis roides et se mettait au travail, commençant par réconforter les futures mères gémissantes, dont quelques-unes avaient dormi là, sur des lits de bambou très bas, épars dans le vestibule. Le père supérieur conseillait vivement et en quelque sorte imposait à sa sœur la collaboration des robustes manœuvres de la mission, dans le zèle et la discipline desquels il avait toute confiance. Le docteur Delstrane se faisait assister par les grandes filles de l'école, sans leur confier pourtant des tâches vraiment délicates. À la déception de Perpétue, assistante circonstancielle et pourtant assidue et infiniment contemplative. Pour désigner celui qui donne des soins aux malades, dans un dispensaire ou un hôpital, les petites gens de chez nous recourent au mot pidgin d'Okita. Terme ambigu qui s'applique autant à l'aide-soignante, à l'infirmier qu'à l'officier de santé et au docteur en médecine. Perpétue rêvait-elle de devenir infirmière ou médecin? Se doutait-elle du fossé séparant les diverses catégories de cette profession? Ce point crucial pour Esola, acharné à éclairer le mystère de cette sœur qu'il n'avait pas connue de son vivant, demeure mystérieux. Les questions les plus pénétrantes de l'ancien militant du PPP arrachèrent à Crescentia des réponses dérisoires. Ce frère, qui poursuivait à Fort-Nègre des études malaisées à imaginer, au-delà d'un diplôme insolite et stupéfiant appelé baccalauréat, Perpétue songeait à peine à se désoler de ne jamais le voir et rendait sans cesse grâce à la providence de l'en avoir gratifié. Tout donnait raison à l'écolière. Avec le miracle de l'indépendance, rien ne parut plus inaccessible. Elle imaginait, quoique obscurément, son frère bientôt nanti d'une charge qui lui conférerait la puissance telle qu'aucun Africain n'en avait exercé de semblable auparavant. Peut-être n'allait-il plus se déplacer dès lors que dans une puissante automobile, conduite par un chauffeur portant casquette et épaulettes dorées sur sa veste d'uniforme. Elle attendait l'apothéose, elle retenait son souffle. Il lui arrivait de scruter la route en direction d'Oyolo, région par où elle pensait qu'on devait aller à la capitale ou en venir. Les semaines s'écoulant en vain, l'euphorie dissipait ses fumées peu à peu, d'autant qu'au milieu de l'espérance universelle des familles, Maria, allant doublement à contre-courant, entreprit de dénigrer son propre fils, déchirant un homme qui avait été jusque-là l'orgueil de la communauté et au-delà.
Elle puisa une étrange délectation dans l'accumulation de doutes fort sombres sur l'avenir d'Esola. Dans l'appréciation de cette personnalité, affirmait-elle, tout le monde s'était trompé. Elle seule avait vu juste. Une vraie mère lit dans son enfant ainsi que dans un livre ouvert. On avait trop loué la clairvoyance et la persévérance du jeune homme, deux vertus qui l'avaient engagé dans une voie dont peu de gens connaissaient alors le prix et qui, en dépit des obstacles, l'y avaient fait tant progresser qu'il devançait un grand nombre de ses rares pairs. On s'était trop émerveillé de sa facilité à conquérir les diplômes. On avait oublié de se demander d'où lui venait l'inspiration. Maria, elle, savait que c'était du diable. Le diable chuchotait à l'oreille d'Esola cette obstination maudite à toujours aller de l'avant. Toujours plus loin, enjambant ce qu'il avait conquis, convoitant le nouveau, à force de s'aventurer en pays inconnu, comment éviter de rouler à la fin dans un précipice ? Le rocher de la présomption dresse sa falaise abrupte au-dessus du malheur, gouffre fatal où, tel un tendre enfant innocent, s'abîme l'espérance. Comme beaucoup de gens de chez nous, en proie aux évangélisations fluctuantes et bigarrées des missionnaires, Maria avait été tantôt protestante, tantôt catholique. À cette époque, elle se réclamait de l'Église catholique, apostolique et romaine, mais il lui arrivait encore de parler avec les images lugubres de la Bible, comme font les fidèles de la Réforme. Ne voilà-t-il pas, révéla-t-elle enfin à Perpétue, qu'il s'était mis avec les trublions? Ne voilà-t-il pas qu'il s'adonnait maintenant au vice de la politique? À l'exception de l'adversité, que peut-on bien gagner à bafouer l'autorité? À quoi rime de défier ceux que les puissances suprêmes ont placés au-dessus de nous? Perpétue n'avait pas cédé sans coup férir à l'infiltration et bientôt au torrent de cet endoctrinement. Elle y opposa longtemps son enthousiasme exclusif et ostentatoire pour la vie scolaire. Ses maîtres, ses camarades, sœur Ernestine du Saint-Sépulcre, le docteur Delstrane, qui ulcérait sa mère vieille africaine quasi illettrée, parce qu'à ses yeux, cela faussait l'ordre naturel des choses. Pour une femme, l'école n'est qu'un jeu auquel la mode et les mœurs modernes contraignent les petites filles, et non l'assise sur laquelle bâtir une vie. C'est l'époque où Catherine reconnut avoir été témoin d'une petite guerre entre la mère, pugnace, fougueuse, asseyant le sarcasme à la bouche, et Perpétue, l'enfant frêle, abrité derrière une inertie allusivement espiègle. Elle recueillait plus d'une fois les confidences éplorées de Maria. « Perpétue inquiète, disait cette mère, quand, avec des congés, l'enfant avait regagné Ngoa et Colleux. Cette fillette me navre avec ses livres, son école et cette femme docteur. Voilà bien des idées étranges pour une petite fille de chez nous. M'arrivera-t-il jamais de caresser un petit-fils comme tant de femmes de mon âge? Qu'ai-je donc fait au bon Dieu? Sais-tu que cet enfant me rappelle de plus en plus? Eh bien son frère, Esola. Crois-tu qu'elle partira un jour, me laissant seule, elle aussi? Pour amener Perpétue à rendre les armes, il ne fallut pas moins que le consternant tonnerre de nouvelles canonnées de Fort-Nègre au cours du mois de décembre 61. Esola avait été arrêté. Il était détenu, battu, torturé à la maison d'arrêt de sinistre réputation. Un tribunal militaire venait de le condamner à la prison à vie.